Regarde-le, Victor. On dirait déjà un pauvre type qui cherche du travail. La fortune ne lui allait vraiment pas au teint. La voix d'Élise, sa belle-mère, était un murmure glacial, tranchant comme une lame de rasoir dans le silence pesant du bureau de l'avocat. Elle le dévisageait avec un mépris à peine voilé, un petit sourire cruel flottant sur ses lèvres parfaitement maquillées. Son fils, Victor, ricana en sortant son téléphone, comme pour immortaliser ce moment de déchéance. Pour Léo, âgé de 25 ans, le monde venait de s'écrouler. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable, faites-moi une faveur, cliquez sur le bouton j'aime, et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à créer ce contenu pour vous. Et n'oubliez pas, dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. L'air dans la salle de réunion, au sommet de la tour Durand, était lourd, chargé d'une tension palpable. Dehors, Paris s'étendait à leurs pieds, un tapis de toit gris sous un ciel d'hiver. Mais Léo ne voyait rien de tout cela. Ses yeux étaient fixés sur le portrait de son père, Jean-Pierre Durand, posé sur le bureau en acajou. Un homme qui avait bâti un empire de la construction à partir de rien. Un homme qu'il aimait et admirait plus que tout. Et cet homme, mort il y a une semaine d'une crise cardiaque foudroyante, venait de le trahir de la manière la plus brutale qui soit. Maître Dubois, l'avocat de la famille depuis des décennies, venait de lire la clause qui scellait son destin. Il avait l'air profondément mal à l'aise, évitant le regard de Léo. Le testament était clair. Pour hériter de l'empire Durand en Fils, estimé à plusieurs centaines de millions d'euros, Léo devait remplir une condition insensée. Il devait abandonner sa vie, son statut, son nom. Pendant 1 an, il devrait travailler incognito comme simple agent d'entretien au siège de sa propre entreprise. Il toucherait le salaire minimum, le SMIC, et devrait vivre avec. S'il était renvoyé, s'il démissionnait, ou si son identité était révélée avant la fin des 365 jours, il perdrait absolument tout. L'intégralité de la fortune, des actions et des biens immobiliers reviendrait alors à sa belle-mère Élise et à son demi-frère Victor, qui était nommé directeur par intérim pendant cette période probatoire. La stupéfaction laissa place à une colère froide dans le cœur de Léo. Il regarda Élise, qui affichait une mine de fausse compassion, et Victor, qui jubilait ouvertement. Il savait, ils avaient probablement manipulé son père malade et vulnérable pour qu'il ajoute cette clause diabolique. C'était un piège, une humiliation conçue pour le faire craquer. Comment son père avait-il pu accepter une chose pareille ? La douleur de cette question était plus vive encore que celle du deuil. Il se sentait seul, complètement abandonné. Élise se leva avec une grâce théâtrale, sa robe de créateur bruissant sur le sol en marbre. Elle tenait une tasse de café fumant à la main. En passant près de Léo, elle fit un geste brusque, comme si elle trébuchait. Le liquide brûlant se renversa sur le sol blanc immaculé, créant une tache sombre et laide. « Oh, quelle maladroite je suis !» s'exclama-t-elle avec une fausse détresse. Son regard se posa sur Léo, brillant de malice. « Quel dommage, sur un si beau marbre. Il faudrait nettoyer ça tout de suite. » Un silence de mort s'installa. Maître Dubois se racla la gorge, visiblement gêné. Victor, lui, ne se cachait plus. Il filmait la scène avec son smartphone, un sourire carnassier sur le visage, impatient de partager cette humiliation sur un groupe privé WhatsApp. Élise se tourna vers son beau-fils, qui était encore assis, paralysé par le choc et l'humiliation. « Eh bien, Léo, dit-elle d'une voix faussement douce, ton père voulait que tu apprennes la valeur du travail. C'est le moment idéal pour commencer ton nouvel emploi, tu ne crois pas ? » Elle prit une serviette en papier sur la table et la lui tendit. Ce n'était plus une suggestion, c'était un ordre, un acte de domination pure devant les avocats et les assistants qui détournaient le regard comme s'ils ne voulaient pas être témoins de cette cruauté. Chaque seconde qui passait était une éternité. Léo sentit le sang battre à ses tempes. Il pouvait se lever, hurler, la traiter de monstre.
Mais il savait que c'était exactement ce qu'elle attendait, le faire craquer dès le premier jour. Alors, lentement, avec une dignité qu'il ne pensait pas posséder, Léo se leva. Il ignora la serviette qu'elle lui tendait. Il prit le paquet entier sur la table, s'agenouilla sur le sol froid et commença à éponger le café. Le bruit de ses genoux, couverts par le tissu de son costume à 5 000 €, frottant contre le marbre, résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. Il sentit tous les regards sur lui, certains pleins de pitié, d'autres, comme ceux de Victor et Élise, remplis d'un plaisir sadique. Il entendit le petit déclic du téléphone de Victor enregistrant sa déchéance. Il ne dit rien, se contentant de nettoyer méticuleusement la tâche, son visage une expression de marbre. Quand il eut fini, il se releva, jeta les serviettes souillées dans la poubelle et regarda Élise droit dans les yeux. « Le sol est propre, madame la directrice. »« Avez-vous d'autres ordres ?» Sa voix était calme, dénuée de toute émotion. Cette maîtrise de soi sembla décevoir Élise plus que n'importe quelle explosion de colère. Elle plissa les yeux, surprise par sa résilience. « Pour l'instant, ça ira. Votre carte bancaire professionnelle sera désactivée dans 1 heure. J'espère que vous avez un peu d'argent liquide sur vous pour commencer votre nouvelle vie. » Léo hocha la tête, puis, sans un mot de plus, il tourna les talons et quitta la pièce, laissant derrière lui les sourires triomphants de ceux qui venaient de lui voler sa vie. Il marchait dans les couloirs luxueux de l'entreprise que son père avait bâtie, se sentant comme un étranger, un fantôme. Il était convaincu que son père l'avait abandonné, l'avait jeté au loup sans la moindre explication. Mais ce qu'il ignorait, c'est que dans les lignes de ce testament cruel, son père lui avait laissé bien plus qu'une épreuve. Il lui avait laissé une arme. Les portes en verre de la tour Durand se refermèrent derrière lui avec un sifflement doux, comme pour sceller son ancienne vie. Dehors, le vent glacial de Paris lui fouetta le visage, mais Léo ne le sentit même pas. Il était anesthésié par le choc. Il marcha sans but, traversant les rues animées du quartier de la Défense, un fantôme en costume de luxe au milieu de la foule pressée. Son téléphone vibra dans sa poche, une notification de sa banque. Votre carte Platinum a été désactivée. Une autre suivit immédiatement. Votre compte courant est désormais soumis à un plafond de retrait de 50 € par semaine. Élise n'avait pas perdu de temps. Il était officiellement pauvre. Avec les quelques centaines d'euros en liquide qu'il avait dans son portefeuille, il entra dans une boutique bon marché et acheta des jeans, des t-shirts sans marque, des sous-vêtements rêches et une paire de baskets bas de gamme. Dans une petite chambre d'hôtel miteuse, près de la gare du Nord, il se regarda dans le miroir. L'homme qui lui faisait face était un étranger. Avec des ciseaux rouillés achetés au kiosque du coin, il coupa lui-même ses cheveux, autrefois coiffés à la perfection. Léo Durand était mort. Demain, Marc, l'agent d'entretien, commencerait sa première journée. Le lendemain matin, l'odeur de javel et de poussière remplaça celle du café, fraîchement moulu, et des croissants chauds. Le vestiaire du personnel de nettoyage était un sous-sol humide et mal éclairé. Son superviseur, un homme bourru nommé Gérard, lui jeta un uniforme bleu, trop grand sans même le regarder. Vestiaire numéro 42. Tu commences par les sanitaires du 3e étage et ne traîne pas. Les premières heures furent un enfer. Le travail était physiquement épuisant, mais c'était l'humiliation qui le rongeait le plus. Les employés de bureau passaient devant lui en l'ignorant, certains le regardant avec dédain, comme s'il était invisible, une partie du mobilier. À midi, son estomac criait famine. Il n'avait pas eu le temps de s'acheter à manger. Assis sur un banc dans un couloir de service, il regarda les autres employés rire et manger dans la cafétéria lumineuse. C'est là qu'il la vit pour la première fois. Elle s'appelait Chloé. Une jeune femme du service comptabilité, au visage doux et au regard fatigué. Elle le remarqua, seul et visiblement affamé. Avec une hésitation timide, elle s'approcha de lui, tenant un sandwich à la main. « Vous n'avez rien mangé ?» demanda-t-elle doucement. Léo, surpris par cette marque d'attention, secoua la tête.
Sans un mot de plus, elle coupa son sandwich en deux et lui en tendit la moitié. « Tenez, je ne peux pas manger tout ça. » Léo voulut refuser. Sa fierté le lui interdisait, mais la faim fut plus forte. « Merci, murmura-t-il, la voix rauque. Merci beaucoup. » Ce simple geste de gentillesse, ce morceau de pain partagé, fut comme un rayon de soleil dans sa misère. Pendant ce temps, au dernier étage, l'ambiance était bien différente. Victor publia une story sur Instagram, une vidéo de lui et de sa mère, Élise, faisant sauter le bouchon d'une bouteille de champagne à 30 000 € dans le bureau de son père. La légende disait « Le ménage de printemps a commencé chez Durand et Fils. » Nouveau règne. Les jours se transformèrent en semaines. Léo, ou plutôt Marc, apprit à devenir invisible, à observer. Il voyait la peur grandir sur le visage des employés. Élise et Victor avaient instauré un climat de terreur. Les primes avaient été supprimées, les horaires étendus. Des rumeurs de licenciements massifs couraient dans les couloirs. Chaque soir, Léo rentrait dans sa chambre d'hôtel glacial, le corps endolori, le cœur lourd. Il se nourrissait de soupe instantanée et de pain sec. Il voyait Chloé presque tous les jours. Ils échangeaient quelques mots, un sourire. Elle lui parlait de son petit garçon, Hugo, et de sa difficulté à joindre les deux bouts en tant que mère célibataire. Elle était la seule personne qui le traitait comme un être humain. Un soir, alors qu'il nettoyait les bureaux de la direction, bien après que tout le monde soit parti, il remarqua quelque chose d'inhabituel. La poubelle du bureau de Victor était pleine de documents, passés à la déchiqueteuse. C'était étrange. Pourquoi détruire autant de papier alors qu'il venait de prendre le pouvoir? Poussé par une intuition, il vida le contenu du sac dans un grand sac poubelle noire et l'emporta avec lui. Cette nuit-là, au lieu de dormir, il s'assit sur le sol de sa chambre et commença un puzzle macabre. Il tria les fines bandelettes de papier, les assemblant une par une sous la lumière blafarde d'une lampe de chevet. Ses doigts étaient engourdis, ses yeux brûlaient, mais quelque chose le poussait à continuer. Au bout de plusieurs heures, des mots commencèrent à apparaître. Transfert, Luxembourg, société écran, et puis il vit un nom. Opération Phénix. Cela ne lui disait rien, mais c'est le dernier document qu'il parvint à reconstituer qui glaça son sang. C'était un fragment d'un accord, une annexe à un contrat. Et au bas de la page, il y avait une signature, celle de son père. Léo connaissait cette signature par cœur. Il l'avait vue des milliers de fois sur ses bulletins de notes, sur des chèques, sur des cartes d'anniversaire. Et celle-ci était fausse. C'était une imitation presque parfaite, mais il y avait une minuscule différence dans la boucle du P de Pierre, une hésitation presque imperceptible que seul lui pouvait remarquer. Ce n'était pas la signature d'un homme malade ou fatigué, c'était la signature de quelqu'un qui avait copié un modèle. Un frisson parcourut son échine. La vérité le frappa avec la violence d'un coup de poing. Son père n'avait pas écrit ce testament, pas cette clause en tout cas. On l'avait forcé, ou pire, on avait falsifié sa volonté. Cette épreuve n'était pas un test de caractère, c'était la pièce maîtresse d'une conspiration bien plus sombre. Il sortit son téléphone bas de gamme, activa l'appareil photo et immortalisa la preuve. Ce n'était plus Léo Durand, l'héritier déchu, qui regardait ces fragments de papier. C'était Marc, l'agent d'entretien, et sa quête de vengeance ne faisait que commencer. La découverte de la fausse signature fut comme un électrochoc. Le brouillard de chagrin et de confusion qui enveloppait l'esprit de Léo se dissipa d'un coup, remplacé par une clarté glaciale et une détermination féroce. Son père ne l'avait pas trahi, on avait trahi son père. Et Élise et Victor allaient payer pour cela. Ils passent le reste de la nuit à planifier. Il n'était plus une victime subissant son sort. Il était un chasseur, un espion au cœur de la forteresse ennemie. Son uniforme d'agent d'entretien, autrefois symbole de son humiliation, devint son meilleur camouflage. Qui se méfierait d'un homme armé d'un balai et d'un seau? Personne. Il était invisible, et cette invisibilité était désormais sa plus grande force. Il créa un dossier sécurisé sur un service de cloud
protégé par plusieurs mots de passe, et y téléchargea la photo des documents reconstitués. C'était la première pièce de son arsenal. Les jours suivants, Léo se transforma. Il observait tout, écoutait tout. Il apprit les routines des directeurs, les heures où ils quittaient leur bureau, les moments où ils étaient le plus susceptibles d'être imprudents. Il remarqua que Victor laissait souvent son ordinateur portable déverrouillé lorsqu'il allait chercher un café. Un après-midi, alors que le bureau de son demi-frère était vide, Léo entra sous prétexte de vider la poubelle. Son cœur battait à tout rompre. En quelques secondes, il inséra une clé USB contenant un logiciel espion discret qu'il avait acheté en ligne avec le peu d'argent qu'il lui restait. Le programme était simple. Il ferait une capture d'écran toutes les 10 secondes et enregistrerait toutes les frappes au clavier. Chaque soir, dans sa chambre d'hôtel, il se connectait et regardait le puzzle de la trahison de Victor prendre forme. Il voyait les messages WhatsApp échangés avec Élise, remplis de mépris pour les employés et de plans pour optimiser les coûts en licenciant des pères de famille. Il vit les recherches Google sur les paradis fiscaux et les avocats spécialisés dans le blanchiment d'argent. Pendant ce temps, la vie au sein de l'entreprise devenait de plus en plus insupportable. Élise, se sentant toute puissante, organisa une réunion de motivation pour tous les employés. Devant des centaines de visages anxieux, elle projeta un diaporama montrant ses récentes acquisitions. Une villa à Saint-Tropez, une nouvelle voiture de sport. Ceci est la preuve que le travail acharné paie, déclara-t-elle avec un sourire condescendant. Si vous voulez réussir comme nous, vous devez faire des sacrifices. Le sacrifice, pour les employés, se traduisit par la suppression de la mutuelle santé complémentaire, jugée trop coûteuse. Pour Chloé, cette nouvelle fut une catastrophe. Son fils, Hugo, souffrait d'asthme sévère et nécessitait un traitement onéreux que l'assurance de base ne couvrait que partiellement. Léo la vit pleurer en silence à son bureau, consultant sur son téléphone une application bancaire qui affichait un solde désespérément bas. La rage qu'il ressentit à ce moment-là fut plus forte que tout ce qu'il avait connu. Un soir, alors qu'il passait l'aspirateur près de la salle du conseil, il entendit des éclats de voix. La porte était entr'ouverte. C'était Élise et Victor. Discrètement, Léo sortit son téléphone et activa l'enregistrement audio, le glissant sous la porte. « Tu es un idiot, Victor », siffla Élise. « Parler de l'opération Phénix dans un email non crypté, et si quelqu'un le découvrait ? Détends-toi, mère, répondit Victor avec arrogance. Qui pourrait le découvrir ? Les comptables sont trop stupides et les agents d'entretien ne savent même pas lire. Dans 3 mois, la vente sera finalisée, nous aurons nos 200 millions et Durand et Fils ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Personne ne saura jamais que nous avons coulé la boîte de l'intérieur pour la vendre à la découpe à nos concurrents. » Léo sentit son sang se glacer. Ce n'était pas seulement un vol d'héritage, c'était la destruction délibérée de l'œuvre de la vie de son père, de l'avenir de centaines d'employés. Il récupéra son téléphone, le cœur battant la chamade. Il avait maintenant la preuve irréfutable de leur plan. La situation de Chloé empira. Son fils fit une crise grave et dut être hospitalisé. Les factures s'accumulaient. Un après-midi, Léo la trouva dans les escaliers de service, en larmes, un avis d'expulsion à la main. « Je ne sais plus quoi faire, Marc, sanglota-t-elle. Je vais perdre mon appartement. Je n'ai personne. » À cet instant, Léo prit une décision. Il possédait encore une chose de son ancienne vie, une montre de luxe que son père lui avait offerte pour ses 18 ans. Il l'avait gardée cachée, c'était le dernier lien tangible avec lui. Le soir même, il se rendit dans une bijouterie de la place Vendôme. Le vendeur le regarda de haut en bas, voyant ses vêtements usés, mais la montre parla pour lui. 20 minutes plus tard, il ressortit avec une enveloppe contenant 30 000 € en espèces. Le lendemain, il déposa anonymement l'enveloppe dans la boîte aux lettres de Chloé, avec un simple mot « L'espoir existe, un ami ». Le surlendemain, Chloé arriva au bureau, le visage transformé. Elle rayonnait. Elle raconta à une collègue qu'un miracle s'était produit, qu'un ange gardien avait payé toutes ses dettes. En voyant son soulagement, Léo sut qu'il avait fait le bon choix. Mais il savait aussi
que la charité ne suffisait pas. Il fallait que justice soit faite. Il contacta Maître Dubois, l'avocat de son père, depuis une cabine téléphonique. Maître, c'est Léo Durand. Ne dites rien. Je sais que vous êtes surveillé. J'ai besoin de savoir une chose. Mon père vous a-t-il laissé quelque chose pour moi? Une lettre? Un objet? N'importe quoi? Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Puis, la voix de l'avocat, basse et prudente, il y a une clé, la clé d'un coffre dans une banque suisse. Il m'a fait jurer de ne vous la donner qu'à la fin de l'année probatoire. Il a dit que vous comprendriez le moment venu. Une clé, un coffre, son père avait anticipé quelque chose, il n'était pas un pion dans ce jeu, il était la pièce maîtresse. Il avait maintenant les preuves, le mobile, et la certitude qu'un dernier secret l'attendait. Le moment de la vérité approchait, et il serait implacable. La conversation avec Maître Dubois avait tout changé. La clé, le coffre, c'était la pièce manquante, le dernier message de son père depuis l'au-delà. Léo sentait une énergie nouvelle l'envahir. Il n'était plus seulement question de vengeance, mais d'accomplir la dernière volonté de son père. Il devait tenir jusqu'au bout, non seulement pour lui-même, mais pour l'honneur de l'homme qui lui avait tout donné. Pendant ce temps, Élise et Victor, grisés par leur pouvoir et leur impunité, décidèrent d'organiser un grand gala de charité. L'événement, médiatisé à grand renfort de publicité, était censé célébrer le nouvel élan de Durand and Fields et redorer leur image publique. En réalité, c'était une mascarade, une occasion de parader devant le tout Paris et de finaliser discrètement les derniers détails de la vente frauduleuse de l'entreprise. Pour eux, ce gala devait être le couronnement de leur triomphe. Pour Léo, ce serait le théâtre de leur chute. La veille du gala, la cruauté d'Élise atteignit son paroxysme. Elle convoqua tout le personnel d'entretien dans le hall principal. Pour le gala de demain soir, annonça-t-elle d'un ton glacial, j'ai besoin que tout soit absolument parfait. Vous travaillerez toute la nuit s'il le faut. De plus, j'ai une tâche spéciale. Les toilettes de l'étage de la direction doivent être impeccables. Je veux qu'on puisse manger par terre. Son regard balaya l'assemblée et se posa sur Léo. Marc, dit-elle, savourant chaque syllabe, vous vous chargerez personnellement de cette tâche, et je veux que vous utilisiez une brosse à dents pour nettoyer les joints du carrelage. Je viendrai inspecter moi-même à minuit. Un murmure d'indignation parcourut les rangs des employés, mais personne n'osa protester. Victor, à côté d'elle, filmait la scène avec un sourire narquois, ajoutant sans doute un nouveau trophée à sa collection d'humiliations. Léo accepta sans un mot. Cette nuit-là, alors que les autres employés nettoyaient les salles de réception, il se retrouva seul dans les immenses toilettes en marbre de l'étage de la direction. À genoux, une petite brosse à la main. Il frottait les joints, centimètre par centimètre. La position était dégradante, le travail absurde, mais il n'était plus là. Son esprit était ailleurs. Il pensait au plan qu'il avait mis en place. Il avait envoyé un message crypté à Maître Dubois, lui donnant des instructions précises pour le lendemain soir. Il avait transféré une copie de toutes les preuves sur une clé USB qu'il gardait cachée dans la doublure de sa chaussure. Il avait même contacté un vieil ami de son père, un journaliste d'investigation réputé, en lui envoyant un message anonyme Galadurant en Fils. Soyez là à 22 heures précises. Le scoop de l'année vous attend. Il était prêt. Cette humiliation n'était que la dernière scène avant le lever de rideau. À minuit pile, la porte s'ouvrit. Élise et Victor entrèrent, une coupe de champagne à la main. Ils étaient visiblement éméchés, revenant d'un dîner luxueux. Alors, Cendrillon, on a bien travaillé, lança Victor en le filmant. Élise s'approcha, inspecta le sol avec un dédain exagéré. Ce n'est pas assez propre, décréta-t-elle. Recommence? Puis elle fit quelque chose d'incroyablement vil. Elle renversa délibérément le reste de son champagne sur le sol que Léo venait de nettoyer. Oh zut! Un accident, dit-elle avec un faux semblant de regret. Nettoyez ça, et vite. Léo ne bougea pas. Il la regarda droit dans les yeux, un calme terrifiant dans son regard. Non, dit-il simplement. La surprise se peignit sur le visage d'Élise. Qu'est-ce que tu as dit? Siffla-t-elle incrédule.
J'ai dit non, répéta Léo en se relevant lentement. Je ne nettoierai pas. La fureur déforma les traits d'Élise. Comment oses-tu, misérable? Tu es renvoyé. Dégage d'ici. Tu n'es rien, tu entends? Rien. Victor, ravi du spectacle, se rapprocha pour filmer le visage de Léo en gros plan. Tu vas finir à la rue, pauvre type, ricana-t-il. C'est à ce moment-là que Victor commit l'erreur fatale. Grisé par l'alcool et l'arrogance, il ajouta: Tu sais ce qui est drôle, c'est que tu nettoies toi le sol de l'empire que nous t'avons volé. Ton imbécile de père a signé son propre arrêt de mort en nous faisant confiance. Et toi, tu n'es même pas capable de nettoyer correctement une flaque de pisse. C'est pathétique. Léo ne réagit pas. Il encaissa les insultes, son visage impassible. Mais à l'intérieur, il jubilait, car la caméra du téléphone de Victor, qui tournait toujours, venait d'enregistrer des aveux complets. La preuve ultime. Sortez d'ici, avant que j'appelle la sécurité pour vous jeter dehors, cracha Élise. Léo se dirigea vers la sortie, mais avant de franchir la porte, il se retourna. Profitez bien de votre dernière nuit, dit-il d'une voix calme et posée. Demain, tout le monde saura qui vous êtes vraiment. Son ton, dénué de colère mais chargé d'une promesse glaciale, les laissa perplexes pendant une seconde. Puis ils éclatèrent de rire, un rire méprisant qui résonna dans le couloir. Ils ne voyaient qu'un agent d'entretien insolent, un moins que rien qui venait de perdre son travail. Ils ne pouvaient pas imaginer la tempête qui s'apprêtait à déferler sur eux. En quittant le bâtiment, Léo passa devant Chloé, qui finissait son service. Elle le regarda avec une inquiétude sincère. « Marc, ça va, je les ai entendus crier. » Léo lui offrit un sourire, le premier vrai sourire depuis des mois. « Ne t'inquiète pas, Chloé, tout va bien se passer. Demain, je t'invite au meilleur restaurant de Paris. » Elle le regarda, confuse par cette étrange déclaration. Le masque allait enfin tomber. Et la chute de la maison Durand serait spectaculaire. Après avoir quitté Chloé, Léo ne rentra pas dans sa chambre d'hôtel miteuse. Il se dirigea vers un petit café internet, ouvert toute la nuit, dans le quartier de Pigalle, un endroit anonyme où personne ne poserait de questions. Le renvoi était une bénédiction. Il était enfin libre de ses mouvements, libre de préparer l'assaut final. Assis devant un écran vacillant, il commença méthodiquement à assembler les pièces de son puzzle. D'abord, il téléchargea la vidéo des aveux de Victor depuis son téléphone. Le son était parfaitement clair, l'image nette. C'était la pièce maîtresse, la bombe qui allait tout faire exploser. Il la renomma Confession, MP4, et la plaça dans le dossier sécurisé aux côtés des photos des documents falsifiés, des captures d'écran, des messages WhatsApp et de l'enregistrement audio de la conversation sur l'opération Phoenix. Le dossier était désormais complet, une chronique numérique et irréfutable de la trahison. Ensuite, il rédigea plusieurs emails. Le premier, destiné à Maître Dubois, contenait un lien vers le dossier sécurisé et des instructions précises. « Maître, voici tout ce dont vous avez besoin. Soyez au gala ce soir à 21h45. À 22h précises, vous recevrez un signal. À ce moment-là, contactez les autorités financières et la brigade de répression de la délinquance économique. Le flagrant délit sera incontestable. » Le second email était pour son ami journaliste, Jean-Marc. « Jean-Marc, le scoop que je t'ai promis. Le lien ci-dessous contient des preuves de fraude, de falsification et de délit d'initié au plus haut niveau de Durand et Fils. Ce soir, au gala, Élise et Victor Durand vont annoncer la vente de l'entreprise. Cette vente est l'aboutissement de leur crime, sois prêt à diffuser en direct. Le spectacle commencera à 22h. Il programma l'envoi de ces deux emails pour 21h50, juste avant le début des hostilités. Pendant ce temps, au sommet de la tour Durand, Élise et Victor célébraient leur victoire. Ils avaient enfin brisé Léo. Son renvoi était pour eux la confirmation de sa faiblesse, la preuve qu'il n'était pas digne de l'héritage de son père. Ils étaient si sûrs d'eux qu'ils commirent une dernière imprudence. Victor, voulant se vanter, envoya un message à l'acheteur potentiel de l'entreprise, un conglomérat étranger peu regardant sur l'éthique.
Grâce au logiciel espion toujours actif sur son ordinateur, une copie de ce message arriva directement sur le serveur de Léo. Le message disait « Tout est en ordre pour ce soir. L'annonce de la vente se fera à 22 heures. Le virement final sur le compte au Luxembourg peut être initié dès confirmation. Le dernier obstacle, l'héritier légitime, a été définitivement écarté hier soir. La voie libre. » Léo fit une capture d'écran et l'ajouta au dossier. C'était le dernier clou dans leur cercueil. L'aube se leva sur Paris. Pour Élise et Victor, c'était le début du plus beau jour de leur vie. Pour Léo, c'était le début du jour du jugement. Il quitta le cybercafé et se rendit dans un grand magasin. Avec une partie de l'argent de la vente de sa montre, il s'acheta le costume le plus élégant qu'il put trouver. Des chaussures italiennes, en cuir poli, et un nouveau téléphone haut de gamme. Il se fit raser et coiffer. En se regardant dans le miroir, il ne vit plus Marc l'agent d'entretien, ni même l'ancien Léo, l'héritier insouciant. Il vit un homme nouveau, forgé par l'épreuve, un homme qui avait touché le fond et qui était prêt à réclamer ce qui lui était dû. Il envoya un SMS à Chloé. « Ce soir, mets ta plus belle robe. Une voiture viendra te chercher à 20h. Fais-moi confiance. » Elle. La journée passa dans une tension électrique. Léo passa des heures dans un parc, revivant mentalement chaque étape de son plan. Il n'y avait pas de place pour l'erreur. Pendant ce temps, les préparatifs du gala battaient leur plein. Des camions de traiteurs, de fleuristes et de techniciens se pressaient devant la tour Durand. Sur Instagram, Victor publiait des vidéos des coulisses, montrant les murs de champagne, les buffets extravagants, se filmant avec des célébrités invitées. Il se sentait invincible, le roi du monde. Il ne se doutait pas que chaque publication était une nouvelle preuve de son arrogance, un nouvel élément à charge que le journaliste Jean-Marc sauvegardait méticuleusement. L'ironie était totale. Les outils de leur vanité allaient devenir les instruments de leur humiliation publique. Le soir venu, le hall de la Tour Durand scintillait de 1000 feux, les invités, un parterre de financiers, de politiciens et de personnalités, défilaient sur le tapis rouge. Élise, dans une robe rouge spectaculaire, et Victor, en smoking impeccable, accueillaient leurs invités, souriant aux caméras, se délectant de leur triomphe. Ils ne remarquèrent pas Maître Dubois, qui s'installa discrètement à une table au fond de la salle, ni Jean-Marc et son équipe de tournage qui se positionnèrent près de la scène sous prétexte de couvrir l'événement pour une chaîne d'information économique. Ils ne virent pas non plus Chloé, magnifique dans une robe de soirée, prêtée par une amie, arriver dans une berline avec chauffeur et se mêler à la foule, le cœur battant, ne comprenant rien à ce qui se passait, mais faisant confiance à cet étrange et bienveillant Marc. À 21h50, dans une petite salle de contrôle technique qu'il avait repérée des semaines auparavant, Léo appuya sur « Envoyer ». Les emails partirent. Quelques secondes plus tard, il reçut une notification de Maître Dubois. « Bien reçu, nous sommes prêts. » Puis une de Jean-Marc. « Dossier explosif, en position. » Le direct est lancé. Il jeta un œil à un moniteur de surveillance qui montrait la scène principale. Victor venait de monter sur l'estrade, un micro à la main, prêt à commencer son discours, celui qui devait annoncer la vente et sceller son triomphe. Derrière lui, un écran géant affichait le logo de Durand et Fils. Léo prit une profonde inspiration. Il brancha une petite clé USB sur le pupitre de contrôle vidéo. Dans quelques heures, leur monde allait s'écrouler. Non, pas dans quelques heures, dans quelques secondes. Il était temps de montrer la vérité au monde entier. Sur scène, Victor se tenait droit, savourant l'attention de la foule. Les flashs des photographes crépitaient. « Mesdames et messieurs, chers amis, » commença-t-il d'une voix pleine d'une fausse solennité. « C'est un honneur de vous accueillir ce soir pour célébrer l'avenir de Durand et Fils. Ma mère et moi avons travaillé sans relâche pour assurer la pérennité de l'héritage de mon beau-père. » Dans la salle de contrôle, Léo sourit froidement. « L'héritage, hein ?» murmura-t-il pour lui-même. Il appuya sur une touche. Sur l'écran géant derrière Victor,
Le logo de l'entreprise vacilla, puis fut remplacé par une image haute résolution, la photo des documents déchiquetés et reconstitués avec la fausse signature de Jean-Pierre Durand entouré en rouge. Un murmure perplexe parcourut la salle. Victor, qui ne voyait pas l'écran, continua son discours, mais sa voix fut bientôt couverte par le brouhaha grandissant. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» chuchota un banquier à son voisin. Élise, assise au premier rang, se retourna et son visage se figea d'horreur. Elle se leva d'un bond, essayant de faire signe à Victor, mais il était trop tard. Léo appuya sur une autre touche. L'image changea, remplacée par les captures d'écran des messages WhatsApp entre Élise et Victor, discutant de la suppression de la mutuelle santé des employés pour financer l'achat de leur villa. La foule haleta. Des téléphones commencèrent à s'allumer partout, filmant la scène. Le direct de Jean-Marc, diffusé sur YouTube et Facebook, voyait son nombre de spectateurs grimper en flèche. Le hashtag GALADURAND commença à devenir viral sur Twitter. Victor, enfin conscient que quelque chose n'allait pas, se retourna. Le sang quitta son visage. Il resta bouche bée, incapable de prononcer un mot. Puis, la voix de Léo, calme et amplifiée par les haut-parleurs de la salle, retentit. « Bonsoir Victor, bonsoir Élise, j'espère que vous appréciez le spectacle ?» Tous les regards se tournèrent vers l'entrée de la salle. Léo se tenait là, dans son costume impeccable, une expression de détermination glaciale sur le visage. Il avança lentement à travers la foule qui s'écartait sur son passage comme la mer Rouge. Chloé, au milieu de la salle, le regardait, les larmes aux yeux, comprenant enfin qui était vraiment ce Marc qui lui avait sauvé la vie. « Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que cela signifie ?» balbutia Victor dans le micro, sa voix tremblante. Léo monta sur scène, lui prit le micro des mains avec une autorité naturelle. « Qui je suis ? C'est une excellente question. Certains d'entre vous me connaissent comme Léo Durand. D'autres, plus récemment, m'ont connu sous le nom de Marc, l'agent d'entretien que vous avez renvoyé hier soir. » Un silence de mort tomba sur l'assemblée, suivi d'une vague de murmures stupéfaits. Élise, livide, essaya de s'enfuir, mais les caméras de Jean-Marc étaient braquées sur elle. « Cette mascarade a assez duré, » continua Léo, sa voix résonnant avec puissance. « Pendant des mois, ces deux personnes vous ont menti. Ils ne sont pas les sauveurs de cette entreprise, ils en sont les fossoyeurs. » Sur l'écran, une nouvelle preuve apparut, l'enregistrement audio. La voix d'Élise emplit la salle, parlait de l'opération Phénix dans un email non crypté. Puis celle de Victor. « Dans 3 mois, la vente sera finalisée, nous aurons nos 200 millions et Durand & Fields ne sera plus qu'un mauvais souvenir. » La panique se peignit sur le visage des investisseurs étrangers qui devaient acheter l'entreprise. Ils comprenaient qu'ils étaient sur le point de participer à une fraude massive. « Ils ont volé l'héritage de mon père », déclara Léo, sa voix se brisant d'une émotion contenue. « Ils ont falsifié sa signature, vidé les comptes de l'entreprise et prévu de la vendre à la découpe, laissant des centaines d'employés sur le carreau. » Il se tourna vers Victor, qui tremblait de tous ses membres. « Mais tu sais, Victor, tu as fait une erreur. Tu aimes beaucoup trop te vanter. » Et Léo lança la dernière vidéo. L'écran géant afficha la scène filmée la nuit précédente dans les toilettes. La salle entière vit Élise renverser son champagne. Ils entendirent les insultes, les menaces. Et puis, ils entendirent les aveux de Victor, clairs et nets. « Tu nettoies le sol de l'Empire que nous t'avons volé. Ton imbécile de père a signé son propre arrêt de mort en nous faisant confiance. » Ce fut le coup de grâce. Un cri de rage et de dégoût s'éleva de la foule. Élise s'effondra sur une chaise, cachant son visage dans ses mains. Victor, pris au piège, tenta une dernière manœuvre désespérée. Il se jeta sur Léo, essayant de lui arracher le micro. Mais Léo, endurci par des mois de travail physique, le repoussa sans effort. Victor trébucha et tomba lourdement sur la scène, une image pathétique de sa défaite totale. À ce moment précis, les portes principales s'ouvrirent et 2 officiers de la brigade financière, accompagnés de maître Dubois, entrèrent dans la salle. Élise et Victor Durand,
annonça l'un des officiers d'une voix forte. Vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de fraude, faux et usage de faux et abus de biens sociaux. Alors que les policiers leur passaient les menottes sous les flashs crépitants des photographes et les caméras des smartphones, un tonnerre d'applaudissements éclata dans la salle. C'était un son assourdissant, une vague de soutien et de soulagement. Les invités, les employés, les journalistes, tous applaudissaient Léo, qui se tenait debout sur la scène, les larmes coulant enfin sur ses joues. Il avait gagné. La justice avait triomphé. Chloé se fraya un chemin jusqu'à la scène et, sans un mot, le prit dans ses bras. Ce n'était pas l'héritier milliardaire qu'elle étreignait, ni l'agent d'entretien, mais l'homme courageux qui avait tout risqué pour la vérité. Sur les écrans de télévision du monde entier, sur des millions de téléphones, les images de l'arrestation tournaient en boucle. La vérité avait enfin éclaté, et pour la famille Durand, comme pour des centaines d'autres personnes, rien ne serait plus jamais comme avant. Le scandale du gala Durand fut cataclysmique. Dans les heures qui suivirent l'arrestation d'Élise et Victor, la vidéo de la révélation de Léo devint le sujet le plus discuté sur Internet, non seulement en France, mais dans le monde entier. Les chaînes d'information en continu diffusaient en boucle les images de l'humiliation de Léo, suivies de son triomphe spectaculaire. Le procès qui s'ensuivit fut l'un des plus médiatisés de la décennie. Les preuves accumulées par Léo étaient mosquées si accablantes qu'Élise et Victor n'eurent aucune chance. Ils furent reconnus coupables de tous les chefs d'accusation. Élise fut condamnée à 15 ans de prison ferme pour fraude en bande organisée et falsification de documents. Victor, pour sa complicité et son rôle actif dans le démantèlement de l'entreprise, écopa de 10 ans. Dépouillés de tous leurs biens mal acquis, ils perdirent tout, leur fortune, leur statut social et le respect de tous. Leur chute fut aussi brutale et publique que leur ascension avait été arrogante. Pour Léo, la justice ne s'arrêta pas au verdict. Il récupéra la totalité de son héritage, mais il n'était plus le même homme. L'épreuve l'avait transformé. Sa première décision, en tant que PDG de Durand et Fils, fut d'annuler tous les licenciements prévus par Élise et Victor. Il réinstaura la mutuelle santé pour tous les employés en améliorant même les garanties. Il utilisa une partie de sa fortune personnelle pour créer un fonds de soutien pour les familles monoparentales de l'entreprise en l'honneur du courage de Chloé. Et Chloé, justement, ne fut pas oubliée. Léo, reconnaissant sa gentillesse et son intelligence, lui proposa un poste à ses côtés, non pas comme assistante, mais comme directrice des ressources humaines, avec pour mission de faire de Durand et Fils l'entreprise la plus socialement responsable du pays. Elle accepta, et son talent longtemps ignoré put enfin s'épanouir. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, l'entreprise Durand et Fils est plus prospère que jamais. Léo a prouvé qu'il était possible d'allier succès financier et éthique. Il a ouvert la clé du coffre en Suisse et y a trouvé une lettre de son père. Dans cette lettre, Jean-Pierre lui expliquait tout. Il se savait malade et se doutait de la cupidité d'Élise. La clause du testament n'était pas une punition, mais un test de survie. Je savais que si tu pouvais survivre à l'humiliation et voir le monde à travers les yeux des plus modestes, tu deviendrais un homme meilleur et un dirigeant plus juste que je ne l'ai jamais été, écrivait-il. Je suis fier de toi, mon fils. Léo et Chloé, dont l'amitié s'est transformée en un amour profond et sincère, se sont mariés l'année dernière. Ils vivent dans la maison familiale, mais celle-ci n'est plus un palais froid et silencieux. Elle est remplie des rires de leur petite fille et de ceux d'Hugo, le fils de Chloé, que Léo a adopté et qu'il aime comme son propre enfant. L'histoire de Léo est devenue une légende moderne, un symbole de la victoire de David contre Goliath. Netflix en a fait une mini-série à succès et le livre qu'il a écrit, L'héritier invisible, est devenu un best-seller international, inspirant des millions de personnes à ne jamais perdre espoir face à l'injustice. Cette histoire nous rappelle
que la justice existe encore dans ce monde. Quelles leçons avez-vous tirées de ce récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. Et devinez quoi? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. En maintenant, si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous touchera droit au cœur.